Bonjour et bienvenue dans La Voix de l'IA, votre rendez-vous mensuel incontournable pour décrypter les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Chaque mois, nous retrouvons Thomas Gestin, le cofondateur de Yelda AI, qui développe des IA vocales de service client. Passionné et expert du domaine, Thomas nous fait l'honneur de partager sa vision et son analyse sur 4 actualités marquantes qui façonnent le monde de l'intelligence artificielle. Installez-vous confortablement, c'est parti pour votre dose mensuelle d'innovation. Bonjour Thomas, bonjour à tous et Salut bienvenue dans Mélissa. la Voix de l'IA. Cette semaine, on va faire du coup un focus sur DeepSeek, cette nouvelle IA chinoise, alors qui date un petit peu, tu m'as dit tout à l'heure, qui a été sortie il y a quelques mois. Est-ce que donc on va vraiment rappeler ce que c'est et puis tirer de ce sujet-là 3 autres sujets un petit peu pour voir justement dans la relation client qu'est-ce que ça change ou pas. Donc du coup, Thomas, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu ce que c'est DeepSeek, nous recontextualiser un petit peu tout ça, sa sortie et vraiment pourquoi on dit que ça va être un enjeu dans les prochains temps, les prochaines années, les prochains mois, je ne sais pas encore calculer, mais dis-nous un peu tout ça. Très bien. Alors, DeepSeek, en fait, c'est le nom d'un labo d'IA chinois qui volait un peu sous le radar jusque-là, qui a sorti, alors coup sur coup, en décembre, d'abord un LLM un peu sur le mode GPT-4, et puis après, en fin janvier, cette fois-ci, un modèle de raisonnement. Je vais expliquer ce que c'est, qui s'appelle, donc le LLM s'appelait V3, c'est pas très beau, mais bon, et le modèle de raisonnement R1, lancé fin janvier, coup sur coup. Alors déjà, ça a fait quelques vagues dans le milieu, leur LLM en fin décembre, mais là, le clou du spectacle, ça a été le lancement de leur modèle de raisonnement début janvier qui a étonné toute la scène IA, alors pour plusieurs raisons. Donc je vais détailler. Déjà pour dire que qu'est-ce que c'est qu'un modèle de raisonnement? En fait, c'est un modèle qui utilise notamment les LLM, mais pour prendre le temps dans la réflexion, quand on pose une question, pour entre guillemets, alors j'anthropomorphise un peu, mais pour réfléchir à la question, pas juste sortir tout de suite ce qui vient entre guillemets à l'esprit, j'anthropomorphise encore parce que c'est un peu ce que fait le LLM, et c'est dans ce cadre-là qu'il peut halluciner ou parfois se tromper de façon assez surprenante. Le modèle de raisonnement, en fait, il va faire travailler plusieurs LLM ensemble pour se poser les questions, s'interroger, se questionner, essayer de se challenger pour, après quelques secondes, voire quelques minutes même, pondre un résultat. Et l'idée, c'est de s'en servir pour des problématiques plus compliquées en maths, en développement ou même en questions générales qui supposent d'avoir un cheminement dans la réflexion. Donc, ces modèles de raisonnement, on va dire que c'est OpenAI qui a aussi un peu lancé la mode avec un aperçu de ces modèles sur le deuxième semestre l'année dernière. Mais voilà que DeepSeek sort le sien, donc un labo chinois sorti un peu de nulle part, et qu'en fait, il rivalise avec ce que fait OpenAI. Alors, je vais détailler les raisons pour lesquelles ça a un peu surpris tout le monde. Ouais. C'est qu'en fait, justement, autant le modèle V3, le LLM avait un peu déjà surpris, autant le modèle de raisonnement, il se place tout de suite quasiment au même niveau que ce que faisait OpenAI avec son modèle O1. Donc, pour un labo sorti nulle part, arriver à faire un modèle de raisonnement qui se met quasiment au même niveau, tout le monde s'est pris un peu une grosse claque. Mais aussi et surtout qu'en fait, il coûterait beaucoup moins cher à l'usage, 25 fois moins cher que le modèle O1 d'OpenAI, pour des résultats à peu près équivalents, 25 fois moins cher. Donc, vraiment, il y a une espèce de percée sur la façon de le développer et de pouvoir le faire fonctionner. Parce qu'en IA, il y a toujours la phase d'entraînement, de développement, puis après la phase d'utilisation. Donc, à ces deux niveaux, ils auraient été bien meilleurs que ce qui se faisait jusque-là. Alors, il y a eu des chiffres un peu exagérés, avec notamment exagéré à la baisse sur le coût du développement et la quantité on va dire, de puces nécessaires. En fait, ils auraient un peu triché, ils auraient eu accès à des puces auxquelles les Chinois n'étaient pas censés avoir eu accès. Donc, ça a quand même été un peu plus compliqué que ce qu'on a annoncé, mais ça reste, tout le monde est d'accord pour dire que ça reste quelque chose d'assez dingue. Et alors, quelque chose qui a participé aussi, on va dire, au choc, c'est que là où le modèle de raisonnement de OpenAI prenait le temps de réflexion et ensuite donnait le résultat, là, DeepSeek, lui, en fait, il montre aux utilisateurs les différentes étapes de son cheminement jusqu'à arriver au résultat. Donc, en fait, on peut le voir réfléchir. Et c'est assez stupéfiant parce on se rend compte qu'en fait, il a des étapes de réflexion qui ressemblent vraiment à nous, êtres humains, ce qu'on peut se dire quand on se pose une question, quand on va détailler un problème en plusieurs étapes pour arriver à la solution finale. Donc ça a vraiment surpris parce qu'on s'est dit, tiens, mais on peut enfin voir un peu dans ce qui se passe dans la tête
d'une IA pour qu'elle arrive enfin à ces résultats. Chose qu'en fait, OpenAI fait aussi, mais c'est juste qu'il ne le rendait pas visible des utilisateurs. Donc là, c'est plus un choix de, comment dire, éditorial, entre guillemets, d'OpenAI de ne pas l'avoir montré. Donc là, ça a participé au buzz dans le cas de DeepSeek. Oui, oui, Alors, ce parce qui que se comprend aussi, bien sûr, ouais, je t'en prie. ouais, aujourd'hui, du coup, quand on utilise, on est d'accord, donc OpenAI, c'est ChatGPT, enfin, c'est GPT-4, etc. Donc, quand on l'utilise aujourd'hui, mais même que ce soit Anthropic, par exemple, quand on utilise Claude, etc., on ne voit pas ces étapes-là aujourd'hui. Non, alors en fait, encore une fois, il faut bien distinguer on va dire les LLM et donc ces modèles qu'on peut accéder via le chat. Donc, ça va être, euh, comment dire, toute la gamme GPT .4, GPT .4.5, etc. Ceux-là, non, ils répondent tout de suite, on ne voit pas le détail. Par contre, le modèle de raisonnement alors c'était pour Omicron, mais O1 et même O3 mini, là, en fait, il y a l'option maintenant. Ils l'ont rendu possible, OpenAI, en réponse à DeepSeek, ils ont rendu possible la possibilité de voir un peu les questionnements intermédiaires de l'IA. Donc, c'était vraiment sur ces modèles de raisonnement. Il faut distinguer ces deux types de modèles. Les modèles LLM, où ça va être bien plus rapide et ça va répondre à des questions, on va dire, plus simples. Et le modèle de Ouais. raisonnement où il y a un temps de réflexion qui est pris et on montre ou on ne montre pas les étapes, le cheminement, on va dire, intellectuel. Et pour compléter, ce qui a vraiment surpris, c'est que ça vient de la Chine. On s'attendait de toute façon à ce qu'il y ait de tels développements avec des modèles aussi performants qu'avant, mais 10 fois moins chers, on va dire. Mais on pensait que ça viendrait des grands labos américains. Et là, c'est un labo de chinois. Donc ça a vraiment surpris tout le monde. Voilà. Et on Et a aussi entendu, parce qu'en fait, ouais, on a entendu 25 fois moins cher. Toi, tu nous disais que ouais, du coup, ouais, c'est le bon chiffre ou tu nous disais que ça avait été un ouais, peu ouais. surpris? Non, Non, en c'est. fait, il y a deux choses. Il y a l'entraînement et puis après, il y a à l'usage. Là, le 25 fois moins cher, c'était à l'usage. Donc, ça coûte moins cher à l'usage en puissance de calcul de faire réfléchir cette IA DeepSeek R1 que celle d'OpenAI O1 à l'époque. Alors maintenant, c'est O3 mini. Mais donc, oui, ça, c'était véritable. Et c'est ce qui a amené de toute façon aussi OpenAI en réponse à revoir aussi sa grille tarifaire. Donc, c'est quelque chose de très dynamique. Ça va encore baisser. Mais c'est un peu le sens de l'histoire, de toute façon, que ça baisse. C'est juste qu'ils ont, pour schématiser, en fait, ils ont fait un an après les autres quelque chose qui est à peu près aussi bien et qui coûte bon, entre 10 et 25 fois moins cher. Donc 10 fois, c'est plus sur la partie entraînement, l'usage, c'est 25 fois, mais ça dépend exactement des paramètres qu'on regarde, mais c'est vrai que c'est assez dingue. Alors après, il y en a qui expliquent, non, mais c'est le sens de l'histoire. En fait, c'est ce qu'elle allait se passer. C'est juste que là, c'est un Chinois qui le fait, donc ça surprend tout le monde. Mais donc, effectivement, voilà. Et la dernière chose aussi qui a fait le buzz, c'est que du coup, beaucoup de gens se sont dit, mais en fait, si on peut faire de l'IA avec bien moins d'énergie que ce qu'on pensait et bien moins de puces que ce qu'on pensait, en fait, toutes ces projections qu'on s'était faites sur les cours de bourse de Nvidia qui fabrique les puces que tout le monde utilise, en fait, on se trompe. Ça va être bien plus frugal, l'IA. Et ça, alors, c'était une première action, mais qu'on peut assez facilement démonter parce que si je peux faire de l'IA pour moins cher, en fait, je vais juste faire plus d'IA ou je vais faire des IA plus intelligentes encore. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre d'arriver à un stade plus avancé, bah, j'arrive au stade plus avancé tout de suite grâce à ces progrès. Et du coup, je continue sur ma lancée pour faire des choses encore plus techniques que sinon, je n'aurais pas pu faire tout de suite. Donc, ça fait que déplacer un peu le problème et la course continue. Et les investissements, d'ailleurs, depuis 2 mois que DeepSeek a été lancé, en réalité, maintenant, on se rend compte que tout le monde continue à investir très massivement à tous les niveaux. Donc D'accord. voilà ce qu'on peut dire sur cette sortie de DeepSeek et pourquoi ça a vraiment fait le buzz fin janvier. D'accord. Et juste pour qu'on comprenne si ça va nous aider du coup pour les prochains sujets, ce sera ma dernière question pour un peu tout recontextualiser. Tu disais qu'il y avait deux manières. Il y avait la manière de l'évaluer en termes de coûts, en termes de tests, etc. Et moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est une entreprise qui veut utiliser par exemple une IA comme DeepSeek demain, comment elle paye? Elle paye au mois, elle paye à l'usage, comment ça se passe? Alors après, comment dire, il y a plusieurs business models, hein, mais ça peut être en général, donc quand on accède à l'API comme ça, on va acheter des jetons et ça va être proportionnel à la quantité qu'on utilise. Donc, alors parfois, il peut y avoir un forfait fixe et puis avec un palier Ouais. jusqu'auquel on peut se permettre de consommer. Parfois, et au-delà, ça va vraiment être proportionnel à l'usage. C'est ce qui se passe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avec le temps, les prix chutent. Pour une quantité
travail qu'on veut faire à l'IA donnée, aussi bien qualitativement que quantitativement, les prix continuent de chuter d'année en année. En fait, la règle, pour simplifier, et ça faisait partie d'une communication de Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, il a écrit un article sur son blog, 3 observations sur le chemin qui nous mène à l'AGI, Artificial General Intelligence. Un des enseignements, c'est que tous les ans, pour un travail donné à faire à une IA, le coût est divisé par 10, grosso modo, ce qu'on peut se dire. Donc, c'est le sens de l'histoire. Alors après, voilà, les acteurs tiers, soit ils passent par les IA qui sont comme ça disponibles via API, donc les IA de OpenAI, les IA de Anthropic AI, les IA même de Google, par exemple, entre autres. Et là, il faut payer ou autre. Et sinon, il y a tout ce qui est open source, typiquement DeepSeek, où on a le chat de Mistral en France. Donc, on a les modèles de Meta, Llama, qu'on peut en fait aussi s'approprier, les télécharger, les modifier et les faire tourner sur ses propres serveurs. Alors après, il faut payer les serveurs, il ne faut pas payer les éditeurs d'IA en tant que tels. On paye les serveurs pour héberger ses propres modèles et ça peut permettre sur certains volumes, dans certaines configurations, que ça revienne moins cher en fait à l'usage pour les entreprises. Donc voilà ce qu'on peut dire, mais grosso modo, c'est une très bonne nouvelle pour les startups qui vont pouvoir profiter d'IA plus performantes et moins chères. Donc pour les startups, c'est très bien. Et aussi, en fait, paradoxalement aussi, pour les grandes entreprises comme Google et Meta, qui ont beaucoup d'utilisateurs sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, et à qui ils vont pouvoir faire profiter de services d'IA qui leur coûteront bien moins cher à eux en tant qu'éditeurs, parce qu'ils vont être très rapides à s'approprier les avancées techniques de DeepSeek, les intégrer à leur propre offre et proposer à tout un chacun sur Instagram, Facebook et autres de pouvoir utiliser de l'IA encore plus poussée, mais qui coûte bien moins cher à Meta et Google. Donc ça leur permet d'augmenter, on va dire, le niveau de service sans faire exploser les coûts. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ces grands éditeurs des grandes plateformes que beaucoup de gens utilisent, comme pour les startups. D'accord, ok. Bon, bah, plein de changements à venir que tu vas nous détailler dans les prochains sujets. On va un peu plus s'intéresser à la relation client. Le sujet arrive tout de suite. Du coup, le premier sujet que je voulais aborder avec toi, c'était justement l'IA dans le service client. Tu nous as beaucoup parlé du coup là de la baisse des coûts que DeepSeek justement a un peu accéléré. Est-ce qu'on pourrait se dire, du coup, vu que l'IA est beaucoup moins cher, dans le service client, du coup, la génération de l'IA va exploser. Beaucoup plus d'entreprises vont y avoir accès et en tout cas vont avoir les moyens de la développer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on va vraiment voir un palier comme ça au fur et à mesure des années? Alors, je rappelle qu'on parle bien dans le cas spécifique de la relation client et des entreprises qui ont cette spécialité-là dans ce secteur. Oui, alors bien sûr, de toute façon, c'est ça, c'est effectivement le sens de l'histoire, hein. Moins ça coûte cher de faire de l'IA, plus les startups s'en emparent pour proposer toutes sortes de services aux entreprises qui elles-mêmes vont être moins frileuses pour essayer parce que ça coûte moins cher. Donc ça va progressivement comme ça infuser dans toute la société, dans tout le monde de l'entreprise. Par exemple, nous, chez Yelda, on a une grille tarifaire, mais c'est vrai que pour les acteurs qui n'ont pas assez d'appels, ça ne va pas être encore complètement pertinent. Alors que ceux qui ont déjà beaucoup d'appels, ils vont déjà, grâce à notre techno, pouvoir faire intervenir de l'IA pour en automatiser, entre guillemets, une très bonne partie. Alors, sur certains clients, on monte même à 96% de taux d'automatisation pour un de nos clients dans la banque. Donc, c'est assez dingue. Mais évidemment, pour ces grands acteurs qui ont beaucoup d'appels, ça fait parfaitement sens. Pour une petite entreprise qui a beaucoup moins d'appels, peut-être qu'on n'est pas encore arrivé au seuil où ça peut être intéressant pour ce qui est du business model qui nous va et leur irait à eux. Mais si demain, ça continue de chuter, bien sûr que là, ça peut permettre même aux petites entreprises comme ça d'en profiter, à celles qui avaient moins d'appels. Alors nous, on est sur le service client téléphonique, mais c'est encore plus vrai sur ceux qui sont plus sur la partie chat textuelle, pour ainsi dire. Donc oui, tous ces progrès, c'est comme je disais, ça profite à toutes les startups, y compris aux entreprises qui se positionnent comme ça sur le service client, parce que ces grands groupes qui publient ces grands modèles de fondation, comme on les appelle, c'est bien beau, mais ce ne sont pas encore des outils plug and play comme ça pour les entreprises en bout de chaîne, pour communiquer par exemple avec leurs clients, pour faire toutes sortes de tâches. Et c'est là où les startups ont un rôle à jouer, c'est qu'elles vont s'emparer de ces avancées et elles vont les retravailler, les intégrer avec d'autres outils, les mettre sous un capot pour avoir une solution comme ça, prête à l'emploi, facile à déployer pour les entreprises. Donc c'est exactement nous ce sur quoi
on se positionne. Alors d'ailleurs, je vais en profiter et je voudrais partager un exemple de ce que ça peut donner, puisque alors, OpenAI était champion sur le sujet, avec notamment la possibilité à l'oral de faire du voice-to-voice. Ça veut dire qu'en fait, on ne repasse plus par l'étape de retranscription et de synthèse vocale. L'IA comprend l'audio et génère de l'audio en réponse. Et nous, on s'est servi de ça pour un de nos tout derniers clients. On est les premiers à faire ça en Europe. Alors, je vais partager juste quelques secondes de l'échange. Ça va donner une idée de ce que ça peut faire. Un peu plus de concret de ce qui est possible de faire. Voilà. Donc là, normalement, on devrait entendre l'échange. Alors, attends, ça arrive. Ouais, vas-y. Alors oui, j'appelle parce que en fait, j'ai taillé mes haies, j'ai pas mal de déchets végétaux, des branchages, et je crois qu'en fait, on a le droit. Alors là, juste pour préciser, en fait, notre client, c'est la ville de Chartres, donc une mairie. Donc là, on travaille avec, non pas que les entreprises, mais à vrai dire, les organisations. Alors ici, une mairie qui a besoin de communiquer avec ses usagers. Et beaucoup d'usagers, en fait, appellent les mairies pour poser toutes sortes de questions. Ça peut être très chronophage. Et en fait, il n'y a pas assez de gens pour répondre à toutes les questions. Donc il y a beaucoup de frustration. Et là, maintenant, on a des outils qui permettent de décrocher immédiatement et de répondre à toutes sortes de questions, en fait, de A à Z pour beaucoup d'entre elles. Et finalement, on n'a plus que les questions les plus compliquées, les plus alambiquées, ou en fait, peut-être même les plus intéressantes qui vont rester pour les êtres humains. Et il y a toujours besoin d'équipes humaines. Alors, pour l'instant, demain, on verra, après-demain, on verra, mais nous, on prétend que tout va pouvoir être automatisé, mais il y a déjà une partie des appels qui va être gérée par l'IA. Et donc là, on est dans le contexte comme ça d'un usager qui appelle sa mairie pour se plaindre ou poser des questions. Moi, de les déposer avec les poubelles, mais je ne suis plus trop sûr. Vous pouvez déposer les déchets végétaux en apport volontaire dans les déchetteries de l'agglomération de Chartres. De plus, pour certaines communes comme Barjouville, Champol, Chartres, Lèves, Le Coudray, Lucé, Luisan, Mainvilliers et Morancet, il existe un ramassage porte-à-porte dans des sacs en papier prévus à cet effet. Ah bah, Pour les autres c'est communes, bon, moi, j'habite au Coudray. Parfait. Vous pouvez donc profiter du service de ramassage porte-à-porte des déchets végétaux au Coudray. Utilisez les sacs en papier prévus à cet effet pour le ramassage. Vous pouvez également consulter le calendrier des collectes sur le site de Chartres Métropole pour connaître les dates précises. Ok, mais les sacs en papier, il faut les acheter dans le commerce ou on peut venir les chercher, je sais pas, à la mairie ou à la déchette? Les sacs en papier pour le ramassage des déchets végétaux sont généralement disponibles à la mairie ou dans les déchetteries de votre commune. Vous pouvez vous renseigner auprès de ces services pour connaître les modalités de distribution et les éventuelles quantités disponibles. Ouais, enfin bon, sinon j'irai directement à la déchetterie parce que j'ai peut-être quand même 2 mètres cubes au moins. Je suis pas sûr que ça, avec les sacs, ça sera bon. Si vous avez une grande quantité de déchets végétaux, il est effectivement judicieux de les déposer directement en déchetterie. Les déchetteries de l'agglomération de Chartres sont équipées pour traiter ce genre de volume. N'hésitez pas à vous y rendre avec vos branchages et autres déchets demain, verts. c'est ouvert ou pas, la déchetterie? Oui, demain, nous serons le jeudi 9 janvier 2025. Ah et ouais. les horaires d'ouverture dépendent de la déchetterie que vous souhaitez visiter. Par exemple, moi, c'est la celle, déchetterie de de Chouanet est... Champfol, je pense, ou je sais pas trop, mais elle ouvre quand, celle de Champfol? La déchetterie de Champol est ouverte le jeudi de 9 h à 11 h 40. Voilà, donc je vais arrêter là. Il y a Mais ça deux, donne, il y a deux choses qui sont intéressantes, enfin, qui sont assez incroyables dans ce que tu viens de montrer. C'est la première chose, c'est qu'il la coupe tout le temps, en fait. Et qu'elle comprend Ouais. qu'il y a même un moment donné où je n'ai pas. Enfin, du coup, je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Elle lui répond, je dis bon. Mais, et la deuxième chose, c'est que du coup, elle comprend aussi quand on peut dire déchets ou qu'on prononce mal aussi des communes, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de souci, du coup. C'est assez impressionnant, ouais. Ouais, voilà, donc là, bon, l'idée c'était de challenger aussi l'IA, donc de la couper. Donc on était un peu dur avec elle. Mais c'est le sens de l'histoire, c'est assez dingue. Et ça, en fait, ça intègre les toutes dernières avancées de ce que propose OpenAI dans le voice to voice. Et on est les premiers à le faire en Europe. Et c'est le sens de l'histoire. On peut le faire parce que OpenAI a fait la R&D pour nous et parce que les coûts d'OpenAI baissent. Et ça sera de moins en moins cher. Et ça, c'est la version la plus aboutie et qu'on ne peut pas encore généraliser forcément à tous nos clients parce que ça coûte un peu plus cher. Voilà. Mais demain, ça va être par défaut ce qu'on va pouvoir proposer à tout le monde, a priori. C'est le sens de l'histoire. Donc, nous, ça nous profite, toutes ces avancées, parce que c'est une espèce de course effrénée entre les producteurs d'IA de grands modèles
elles nous profitent. Les avancées de DeepSeek, ça va être intégré par tout le monde. OpenAI a besoin de faire mieux et moins cher demain. Donc, cette espèce de course effrénée entre eux fait que l'IA devient une espèce de commodity, c'est-à-dire un produit un peu de base que tout le monde sait plus ou moins faire. Enfin, non, pas tout le monde, mais en fait, il y a assez de concurrents qui le proposent et pour que ça devienne toujours meilleur et de moins en moins cher. Et ça profite à qui? Aux startups comme nous, comme aux grands groupes qui ont accès à de très grandes bases d'utilisateurs et qui peuvent rendre disponibles ces IA. Sachant que dans certains cas, ça coïncide. Par exemple, Google, ils développent des modèles de fondations qui prétendent faire jeu égal plus ou moins avec OpenAI et les autres, mais ils ont aussi accès via YouTube à une énorme base d'utilisateurs. Meta, c'est pareil. Alors eux, ils sont plus sur une approche open source, mais au final, c'est pareil. Ils prétendent, avec tous leurs investissements, notamment dans du matériel, avec Yann Lequin, le français qui est à la tête des développements en IA chez Meta, chez Facebook, Mark Zuckerberg explique qu'il veut reprendre la tête de tous les classements avec ses IA en 2025. Donc on va voir. Donc Meta, ils sont développeurs d'IA, mais ils ont aussi accès à des énormes bases d'utilisateurs, Instagram, Facebook, WhatsApp, et donc ils en profitent sur ces deux tableaux. Donc voilà, il y a une galaxie d'acteurs dans ce domaine-là, certains qui en profitent à plusieurs niveaux, et puis voilà, en bout de chaîne, les startups et les entreprises qui, elles, vont profiter de services toujours meilleurs, toujours moins chers. Donc c'est plutôt positif et puis après pour les clients de ces entreprises ou pour les usagers, dans le cas d'une mairie ici, la mairie de Chartres en France. C'est plutôt impressionnant. Ok, top. Écoute, hâte de voir ce que ça peut donner dans quelques années. Ça a beaucoup bougé, je pense. Merci, Mélissa. Ouais. On va passer du coup au deuxième sujet qui est justement, tu nous en parlais tout à l'heure dans la première partie où tu présentais un petit peu DeepSeek, la transparence des IA. Donc là, la DeepSeek, du coup, on voit vraiment son raisonnement. Ma première question qui me vient comme ça, c'est est-ce que du coup, le fait de voir son raisonnement, ça permet de réduire ces fameuses hallucinations qu'on connaît bien quand on utilise pas mal les IA et qui, des fois, les fait partir totalement en vrille ou répondre quelque chose totalement à côté de la plaque ou des choses comme ça? Alors oui et non, et en fait, il y a plusieurs questions que tu poses dans ta question. Ce qui fait que ça va limiter les hallucinations, c'est à vrai dire pas tant que ce soit transparent, mais c'est plus déjà dans le mode de fonctionnement. C'est-à-dire parce qu'au début, typiquement, OpenAI n'a pas rendu disponible ce cheminement intermédiaire. Mais c'est pas tant qu'il soit nécessairement visible, mais c'est que, en tout cas, il est connu des développeurs, et c'est juste qu'il existe. C'est-à-dire que comme il y a un cheminement plus long et qu'on prend le temps de la réflexion et qu'on a en gros un LLM qui va suggérer quelques réponses, un autre LLM qui va le challenger et l'autre, le premier LLM va revoir sa copie. Donc il y a une espèce de jeu de va-et-vient comme ça, et que donc il y a ces étapes qui existent. C'est ça qui fait que ça limite bien plus les hallucinations que ce qui se passait jusque-là. Donc ça, c'est la première chose. Après, le fait de le rendre public, oui, ça peut permettre, dans les cas où ça continue encore d'halluciner, ça peut permettre de générer justement des données pour derrière entraîner les IA de demain. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pourquoi DeepSeek a pu rattraper un peu le retard? En fait, beaucoup soupçonnent en fait DeepSeek d'avoir utilisé justement les derniers modèles d'OpenAI pour générer en fait de la donnée. Notamment, en fait, en gros, on soumet des questions à l'IA d'OpenAI, notamment son IA de raisonnement, et on va avoir des réponses en retour. Et donc, en fait, on va avoir des jeux de questions-réponses dont on va se servir pour entraîner son propre modèle. Donc, en fait, ça s'appelle notamment distiller un modèle. La distillation d'un modèle, c'est le fait d'utiliser un modèle de pointe pour générer des jeux de données qui vont servir à entraîner d'autres modèles, qui ne vont pas faire mieux nécessairement que le modèle de pointe, mais qui vont faire presque aussi bien, et surtout dont l'entraînement aura coûté bien moins cher et dont l'inférence, c'est-à-dire le déploiement, l'utilisation, une fois que c'est lancé, elle-même coûtera bien moins cher. Donc en fait, c'est un peu de la triche, c'est de la copie. Et donc OpenAI avait tweeté, je crois que c'était Sam Altman qui avait dit, bon, c'est facile entre guillemets, c'est facile de copier ce qu'on fait, c'est plus dur de faire quelque chose de parfaitement original. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui fait que ça limite jusqu'à maintenant cette espèce de course effrénée, c'est-à-dire que celui qui fait la queue en tête, très bien, il est en tête, mais c'est parce qu'il s'épuise à dépenser en R&D en explorant des pistes qui mènent nulle part, pendant que les autres, en fait, ils ont quelque part plus à suivre et ils regardent ce qui marche et ça leur évite d'aller dans des impasses et de perdre du temps dans des impasses. Et donc, ils peuvent mieux économiser leurs ressources. Donc, en fait, du coup, celui qui fait la course en tête, il finit un peu quand même par s'épuiser et puis il peut être dépassé par un autre qui va avoir le même problème. Et donc, c'est pour ça qu'ils se tirent tous la bourre et qu'en fait, il n'y en a pas un qui arrive à vraiment s'émanciper des autres, se détacher des autres et les distancer. Alors, ceci dit, ça, peut-être que
peut-être que le jour, il y a le premier qui atteint vraiment, on va dire, l'AGI, Artificial General Intelligence, et après, derrière, Artificial Super Intelligence, peut-être que celui-là, s'il atteint un niveau d'intelligence tel, il peut s'en servir justement pour accélérer son développement et laisser les autres dans le rétroviseur comme jamais. Mais tant qu'on n'y est pas encore, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une course où tout le monde se suit de plus en plus, même maintenant avec les Chinois. Donc, c'est assez dingue. Ça fait presque de la peine pour ceux qui font la course en tête, qui s'épuisent. Parce qu'OpenAI, ils ont levé énormément d'argent. Mais en fait, beaucoup de cet argent sert à faire de la R&D, dont ensuite les résultats profitent à tout le monde, en fait, à moindre coût, à leurs concurrents, puis à nous autres utilisateurs et aux startups. Donc, en fait, on a presque un peu de compassion pour eux. Mais bon, tant mieux, hein, tout l'écosystème en profite. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est que du coup, ces IA, ces IA de raisonnement, effectivement, le fait qu'elles prennent plus de temps, plusieurs étapes, ça limite un peu les hallucinations. Mais après, sur la transparence pure, alors jusqu'à maintenant, dans certains cas, effectivement, le fait qu'on puisse voir le cheminement, on voit comment l'IA a pensé, ben, on peut comprendre pourquoi elle nous produit ce résultat qui va nous servir, et puis comment elle arrive à ce résultat. C'est très bien. Sauf qu'en fait, on peut imaginer des IA de raisonnement qui arrivent à un résultat qui est bon et qui est très utile, ou alors, même dans certains cas où c'est jamais binaire, on ne peut pas exactement dire si c'est bon ou faux, mais en tout cas, on peut dire que c'est utile, le raisonnement. Le résultat, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Donc, en fait, on peut imaginer des IA de raisonnement dont on verrait les étapes à la manière, mais dont on ne comprendrait rien. C'est-à-dire que certains disent même qu'une IA peut même inventer son propre langage, en fait, pour résoudre les problèmes. Donc, une IA de raisonnement qui utilise différents LLM et qui va se questionner, peut même en arriver à produire son propre langage pour résoudre le problème en plusieurs étapes et arriver à un résultat qui va nous scotcher, qui va être exact ou qui va être en tout cas utile, qui va nous permettre vraiment, après, quand on l'utilise, de faire la différence dans ce qu'on fait. Mais pour autant, toutes les étapes intermédiaires, elles existent, mais en fait, elles sont inscrutables, c'est-à-dire qu'elles sont incompréhensibles. L'IA a inventé son propre langage que personne ne comprend. Donc, c'est un des risques, c'est une des possibilités qu'un des grands chercheurs en IA expliquait justement. Donc, en fait, ça dépend comment c'est fait, mais on peut très bien imaginer après-demain des IA encore plus performantes, encore plus efficaces, dont les résultats finaux, quand on les brief, quand on les prompte, en fait, sont plus utiles que jamais, mais dont les étapes et le cheminement existe et fait que c'est efficace, mais en fait, des étapes qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Certes, on peut les voir, les étapes, on ne les comprend pas parce l'IA a inventé son propre langage. Donc, en fait, c'est à double tranchant. On ne sait pas trop comment tout ça peut encore vraiment évoluer. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Et personne ne comprendrait, du coup, elle serait en fait totalement autonome. Et justement, parce que du coup, non, elle serait pas forcément autonome, parce que l'autonomie, ça, c'est encore un autre sujet. C'est pas qu'elle serait autonome, mais c'est qu'elle serait très intelligente et très capable en termes de résolution de problèmes, et que pour ce faire, elle passerait par des étapes qui nous dépassent, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'elle se dit. Elle est en train de. Parce que là, dans les exemples qu'on a montrés, on voit une IA qui se pose les bonnes questions. Et donc, il y avait un commentaire d'un analyste qui disait c'est vrai qu'on aurait cru voir un être humain en train de réfléchir, se poser différentes questions, envisager certaines pistes, revenir en arrière. Mais selon comment elle est configurée, on peut avoir encore une fois une IA qui finit par arriver au résultat qu'on lui a demandé et qui nous le formate de façon compréhensible pour nous êtres humains, mais qui, pour y arriver, est parti dans des délires incompréhensibles, même en termes, aussi bien sur le fond que sur la forme, en termes de langage, des espèces d'élucubration, on ne comprend rien, mais en fait, il arrive quand même au bon résultat. Donc ça pourrait être une dérive. Alors, on peut se dire que les êtres humains vont faire en sorte de le canaliser et justement d'utiliser cette espèce de toutes ces capacités pour faire en sorte que ça reste bien intelligible et que ça ne déborde pas. Mais il peut y avoir des espèces de trublions qui, eux, par ailleurs, laisseront l'IA faire ce qu'elle peut faire de mieux, même si on n'y comprend rien, tant que ça permet d'arriver à des résultats utiles et qui sont exploitables. Ok, ce serait super intéressant aussi de faire pour une autre fois un podcast sur, tu sais, ta super intelligence, là, les deux étapes, la super et la suprême intelligence. Ça, ce serait top. Ouais, alors après, ça sera sans doute des mécanismes qui seront présents qui seront toujours présents et peut-être encore plus élaborés dans les IA. Alors, on parle de General Intelligence et après Super Intelligence. Sachant qu'en fait, la Super Intelligence, elle peut déjà exister dans certains domaines. C'est-à-dire que si on regarde des domaines précis, il y a déjà des IA qui font bien mieux que les êtres humains. Mais l'enjeu, c'est en fait une intelligence générale déjà de notre niveau, donc Artificial General Intelligence, et qui même aille au-delà. Donc là, Artificial General Super Intelligence, pour ainsi dire, vraiment général à tous les niveaux, bien plus intelligent que nous tous réunis. Et ça peut faire très peur. Mais encore une fois, on en est encore très loin. Alors certains disent que c'est pour dans 2 ans, 3 ans, d'autres disent que c'est peut-être pour jamais. Il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et ça, d'ailleurs, comporte énormément de risques.
dont on ne parle pas assez par ailleurs. Ça pourra aussi faire l'objet de discussions. Ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Justement, en parlant de risque, on va passer au sujet 3. Et le troisième sujet, c'est justement le fait que ce soit une IA chinoise. Alors, c'est une question qu'on peut en tout cas se poser. Tu vas nous dire si dans le milieu de l'IA ou pas, ça peut l'être. On veut dire que ça peut être aussi une menace, notamment pour les données, tu sais, de l'utiliser, notamment pour tout ce qui est traitement des données. C'est vrai que c'est un modèle qui a été fait par un Chinois, pas par les Chinois. On sait que, bon, des fois, c'est un peu controversé à ce niveau-là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que ça peut être un sujet de préoccupation, que ce soit pour les startups, les prestataires ou les entreprises qui utiliseraient DeepSeek pour développer divers outils? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, alors ça, c'est aussi une bonne question. Donc, il y a plusieurs facettes à ce questionnement. Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette IA, et c'est tout à leur honneur, hein, elle a été publiée de façon open source. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut s'approprier le modèle, le télécharger, le modifier et faire ce qu'on en veut, sans n'avoir plus de compte à rendre à DeepSeek. Donc, on peut s'affranchir, on peut récupérer leur technologie, s'en affranchir complètement. Alors, on peut se demander, mais tiens, mais pourquoi ils font ça de façon open source? En fait, c'est faire parler d'eux, et c'est parce que maintenant, si on veut recruter on va dire les meilleurs cerveaux en IA, les meilleurs chercheurs, ils aiment bien que leur travail soit publié, ils aiment bien pouvoir revendiquer ce qu'ils ont fait, le faire savoir et échanger avec les autres chercheurs. Ils n'aiment pas forcément rester dans leur tour d'ivoire planqué sans jamais communiquer sur ce qu'ils font. Non, ils veulent pouvoir revendiquer la paternité d'une invention, le crédit sur des avancées. Donc, c'est pour ça que c'est notamment open source. En fait, c'est d'abord en tout pour des questions de recrutement, mais aussi pour faire connaître le modèle. En fait, ils se disent, bon, de toute façon, ce modèle, en réalité, il va être périmé dans un an. Donc, autant le rendre open source, parce que comme ça, au moins, on fait parler de nous. Et peut-être qu'il y a un écosystème qui va se créer autour de notre techno, et on va avoir des retours. Et puis, le modèle d'après, on aura déjà une base d'utilisateurs qui sera prédisposée à l'utiliser, à la recevoir. Donc, c'est ça la stratégie. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut s'affranchir d'eux. On peut vraiment s'affranchir d'eux. On peut faire sans DeepSeek. Donc, de ce point de vue-là, le risque, il est minimal. Après, quand on parle des IA chinoises, en général, il y a deux sujets. Il y a un, le fait que le modèle, quand on l'interroge, il va être encore plus biaisé que jamais parce que tout ce qui ne plaît pas au Parti communiste chinois, ça va être interdit. Donc ça, c'est le premier sujet. Alors, moi, cette objection, je la minore parce que, en fait, quand on est sur des problématiques d'entreprise un peu, pas bateau, mais assez génériques, bon, s'ils ont censuré tout ce qui a trait à Tiananmen ou à l'histoire de la Chine et du Parti communiste chinois, bon, a priori, ça ne va pas nous impacter au quotidien pour nos besoins au jour le jour. A priori, on ne devrait pas trop souffrir de ça. Donc, si on voulait les utiliser, l'argument non, mais il ne va jamais nous répondre honnêtement sur Tiananmen. Je pense que, alors c'est regrettable, c'est triste, et d'ailleurs, on pourrait se dire, rien que pour cette raison-là, je n'ai pas envie d'utiliser, sachant qu'il y a d'autres offres par ailleurs. Mais je ne pense pas que ça veut dire que ce qui va me répondre sera mauvais en soi sur mes besoins à moi au quotidien. Donc, on peut se dire aussi que s'il ne répond pas à certaines questions ou si certaines réponses sont biaisées, ça peut l'être aussi sur d'autres sujets qu'on ne sait pas forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, possible. Ouais, bien sûr. Mais a priori, leurs incitations à eux, déjà, effectivement, c'est de ne pas enfreindre les règles du Parti communiste chinois. Donc, tout ce qui va toucher à l'idéologie du Parti communiste chinois, ça va être sensible. Là, il faut se méfier des réponses. Mais pour tout le reste, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Ça va être pas moins bon, pas forcément meilleur que les autres, a priori. Non, un autre sujet, par contre, c'est celui des données. Là, par contre, si je commence à greffer, si je ne m'approprie pas leur modèle, mais que je passe par leur API pour l'utiliser, leur modèle. C'est-à-dire qu'en fait, quand je veux une réponse, mes informations, mes prompts, tout ça, c'est envoyé chez eux. Et après, eux, ils me renvoient la réponse. Donc, si je travaille avec eux dans ce cadre-là, un peu dans le cadre de ce que propose aussi OpenAI, où là, OpenAI, c'est via API. Anthropic AI, c'est via API. Ça veut dire qu'en fait, on crée un pont entre les systèmes d'un client et OpenAI et Anthropic AI et DeepSeek. Et là, les informations vont chez eux et reviennent après. Donc là, ça peut être risqué parce que si je leur fournis plein d'informations sensibles, et qu'après, ils en font ce qu'ils veulent et qu'ils me répondent, au début, très bien, mais sauf que si demain, le Parti communiste chinois vient toquer à la porte de DeepSeek et vient leur dire on a besoin d'accès à toutes ces informations, ils sont obligés de dire oui. Donc, même si le génie qui est à la tête de DeepSeek est très brillant et bien intentionné, le problème, c'est qu'il est chinois, il est en Chine, il doit obéir au Parti communiste chinois. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Et à ce titre-là, c'est vrai que c'est impensable que les grandes entreprises. Alors, si moi, mon entreprise, je sais pas, elle vend je sais pas, des choses un peu génériques qui ne sont pas stratégiques, c'est peut-être pas très grave. Mais si je suis dans la défense, si je suis dans la banque, si je suis dans des secteurs sensibles, c'est évident, c'est impensable
qu'une grande entreprise française dans ces secteurs stratégiques puisse comme ça travailler avec les API de DeepSeek. C'est impensable. Et en plus, c'est même pas nécessaire, parce que justement, maintenant, il y a tellement d'offres qui existent. On a Mistral en France, donc effectivement, la question, elle se pose vraiment, et ce serait impensable de le faire avec des entreprises stratégiques. Et la chance qu'on a en France et en Europe, c'est que, alors, il y a les modèles américains, il y a les modèles chinois, mais en France notamment, il y a quand même, voilà, il y a Mistral, il y a d'autres acteurs qui émergent. Et puis voilà, même nous, à notre petit niveau, on aide les entreprises sur la partie relation client. Donc, on peut passer par des modèles qui sont que nous, après, derrière, les données des clients sont hébergées sur les serveurs en France, etc. Donc, on peut avoir une solution vraiment souveraine pour nous. C'est notre chance aussi, quoi. Donc, non, il y a un vrai sujet sur ces modèles chinois. Et voilà, donc voilà ce qu'on peut se dire. Il y a le fait qu'il y ait possiblement de la censure, le fait qu'ils puissent pomper les données. Et donc, ça, c'est un risque. Après, il faut se détendre parce qu'au final, c'est aussi en open source, donc tout le monde peut se l'approprier et s'en servir sans avoir de compte à rendre ensuite à DeepSeek. Donc, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a des acteurs de plus qui vont aider à faire avancer le progrès encore plus vite et qui sont copiés. Et donc, ça profite encore une fois à tout le reste de l'écosystème et à nous également, indirectement. C'est ce qu'on peut se dire. Ok, hyper intéressant. De toute façon, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. De toute façon, on va arriver à la fin du podcast. Ça fait 45 minutes qu'on parle. Écoute, merci beaucoup, Thomas. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On se fera une joie de vous répondre, que ce soit sur l'un des 3 sujets ou même sur l'ensemble de ces podcasts. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, on se dit au mois prochain. Allez, merci Mélissa, à la prochaine.